tous. C'est pour moi un grand plaisir de vous recevoir au nom de l'Institut si nombreux pour cette quatrième conférence de Mathieu Séguéla ici, précédemment sur Clémenceau, puis sur Claude Monet, puis sur la collection Bridgestone qui est partie à Paris l'année dernière au musée de l'Orangerie. Alors vous connaissez tous bien Monsieur Séguéla, qui est professeur au lycée français de Tokyo, mais également chercheur, historien, docteur de l'IEP de Paris. Il a publié plusieurs livres que vous pouvez trouver à la librairie Rive Gauche au Meïcha, sur Paul Claudel et sur Clémenceau et qui ont reçu le prix Paul Claudel, non, le prix Claudel, Shibusawa Claudel, voilà, pardon. Le dernier livre, c'est le dictionnaire Clémenceau, qui est sorti très récemment ici. Quelques mois. Voilà. Ce soir, Mathieu Séguéla va nous parler des relations entre Soulages et le Japon. C'est 60 ans de relations entre le Japon et Pierre Soulages. Justement, cette année, nous fêtons les 160 ans des relations entre le Japon et la France. Donc, c'est une partie de cette histoire. Sans plus attendre, je laisse la parole. Merci beaucoup Martine pour cette quatrième invitation et merci à vous d'être venus si nombreux, presque trop nombreux. Mais Pierre Soulages le mérite bien et je voudrais dire à tous ces visages amis, parmi lesquels il y a des visages amis de Pierre Soulages lui-même. Je saluerai particulièrement ce soir le professeur Haga qui a eu la chance de connaître Pierre Soulages lorsqu'il était étudiant à Paris dans les années 50. Également Yumi Domoto qui est artiste et qui est né à Paris, de deux grands artistes dont je parlerai et qui étaient amis avec Pierre Soulages. Et puis également Monsieur Shimbata, qui est conservateur en chef du musée Bridgestone et qui a eu l'occasion de rencontrer Pierre Soulages plusieurs fois et qui a écrit également sur ce grand peintre. J'en oublie, il y a même dans ce public des personnes qui sont apparentées à Pierre Soulages. Excusez pour ceux dont j'ai pu omettre le nom, mais c'est un peu une réunion de famille ce soir et j'en suis très heureux à plus d'un titre. Il y a exactement 60 ans, Colette et Pierre Soulages sont venus au Japon en janvier 1958 et je tenais à faire cette conférence anniversaire parce que cet homme défie le temps. Pierre Soulages vient d'avoir 98 ans et Pierre Soulages, lorsque je l'ai vu début janvier, peignait encore. Il m'a montré la toile qu'il avait été très heureux de signer le 1er janvier 2018. Et je vais, à travers cette présentation, essayer de rendre compte de deux éléments, à la fois la carrière de Pierre Soulages, mais de manière condensée, si c'est possible. C'est extrêmement difficile, puisque c'est près de 80 ans de création. Et puis, en deuxième partie, sa relation au Japon. Alors Pierre Soulages, justement, la permanence d'une œuvre sera la première partie et la seconde sera intitulée Le Japon de Pierre Soulages. Alors Pierre Soulages est né en 1919, sous le gouvernement Clémenceau, l'année de la conférence de paix de Paris, et il est né en Aveyron, dans un département rural, pauvre. Il est né dans la capitale départementale, Rodez, d'une famille modeste. Il perd son père à 5 ans et c'est sa mère qui l'élève avec sa sœur et des tantes. C'est un homme qui est athlétique, qui parcourt la campagne, très curieux de tout, et notamment de ces pierres dressées qui sont des menhirs que l'on peut voir, alors moins dans la nature que dans le musée Fenaille à Rodez, mais cette esthétique issue de la préhistoire l'intéresse particulièrement. Tout comme dans ses livres scolaires, il regarde avec beaucoup d'intérêt les représentations
que les hommes préhistoriques faisaient des bêtes qu'ils pourchassaient, et cette esthétique lui plaît particulièrement, mais la grande révélation de Pierre Soulages avec l'art, la révélation de l'art, c'est lors d'une visite scolaire à 12-13 ans, lorsque son professeur l'amène visiter avec la classe l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, qui est une étape de Saint-Jacques-de-Compostelle, perdue dans les montagnes, et pourtant vous voyez ce magnifique bâtiment. Et c'est en le visitant qu'il a une révélation à la fois d'architecture et d'art, et il décide qu'il sera artiste en regardant cet art roman qui le touche. Il s'essaye donc à la peinture. C'est une peinture qu'il a réalisée lorsqu'il avait 15 ans, et très vite reviennent les arbres dénudés, les arbres en hiver. La structure de l'arbre l'intéresse beaucoup, et il poursuit son travail sans perspective au départ bien délimitée. Sa mère le pousse à devenir professeur de dessin. Pour cela, il monte à Paris. Il est reçu à l'école des Beaux-Arts, ce qui est déjà en soi assez important, mais il renonce à suivre une scolarité effrayé, dit-il, par l'académisme qu'il observe dans cette école des Beaux-Arts. Donc il revient dans le sud, et puis éclate la guerre de 1939-40, il est mobilisé, libéré en 1941, et là il s'installe à Montpellier en zone non occupée, et il fait en sorte d'échapper au STO lorsque cette zone est envahie par les Allemands. Il se cache, devient viticulteur, et parvient à suivre en parallèle des cours à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, où il fait la connaissance de sa future épouse Colette. Alors Pierre Soulages dessine, mais on ne connaît pas les œuvres antérieures à 1946. Il ne les a pas encore montrées, si elles existent encore, mais par contre, il va ressentir le besoin de monter, on dit ainsi lorsqu'on est dans le sud, de monter à la capitale pour non pas suivre une formation, mais pour avoir un atelier et se rapprocher des peintres dits d'avant-garde. Alors Pierre Soulages fait partie d'une génération de peintres abstraits qui mélangent à la fois, comme il le dit, les couleurs du fauvisme et le cubisme. Lui refuse les écoles, les étiquettes. Il dit que les étiquettes sont là pour être déchirées, mais malgré tout, on le classera dans le tachisme et on le rangera aux côtés de ses camarades de l'école de Paris, de la nouvelle école de Paris. Alors il s'installe avec Colette à partir de 1946 à Courbevoie, dans un atelier de banlieue, et au début, ses toiles sont refusées, et ce n'est qu'en 1947 qu'il parvient à exposer dans un salon, le salon des surindépendants, où il n'y a pas de jury, et là tout de suite, ces toiles sont remarquées. Alors, qu'est-ce qui est remarquable dans le travail de Soulages? Eh bien, ce sont ces signes énigmatiques qui interrogent et qui très vite vont rapprocher sa production de la part de certains commentateurs qui peut-être ne connaissent pas très bien les détails de la graphie, de la calligraphie. On le rapproche donc de la calligraphie japonaise et d'une inspiration japonaise, alors que lui l'assure, et nous pouvons le croire, qu'il ne s'est pas inspiré de calligraphie chinoise ou japonaise. À Rodez, à Montpellier, on n'était pas tellement là dans des plaques tournantes des œuvres d'art asiatiques ou des supports d'écriture. Bien évidemment, à Paris, il a pu voir des calligraphies, mais l'influence dans l'œuvre de Soulages est autre. J'ai parlé de ces statues menhirs, de l'art roman, et il faut plutôt voir dans ces courbes, dans ces lignes, des éléments d'architecture. C'est un homme qui aurait pu être architecte et qui est passionné par le bâti. Lui-même est une charpente impressionnante, 1,93 m, joueur de rugby, une force de la nature, et il fait donc
des œuvres qui interrogent, une sorte de langue inconnue, et avec des moyens très limités, puisque il n'a pas de fortune personnelle, son épouse sans doute fait un peu bouillir la marmite, mais il utilise à un moment ce qu'on appelle le brou de noix, qui est une teinture utilisée par les menuisiers, et il peint beaucoup sur papier, puisque la toile est chère. D'autres œuvres qui toujours intriguent le public, on voit le trait du pinceau, et je reviendrai sur cette remarque un peu plus tard. Quand il arrive à Paris, il remarque des employés de la SNCF qui réparent une verrière et il est fasciné par ce goudron noir que l'on applique pour recoller des morceaux ou limiter les fuites. Il est fasciné par ce travail et lui-même crée sur du verre des signes qui bien sûr pour nous peuvent avoir une certaine résonance, mais pour lui qui sont toujours dans la continuité de son travail. Il dira, jeune, qu'il est influencé par le cubisme, mais pas à la manière des cubistes, qui représentaient tout de même des personnages, des éléments figuratifs, à la manière cubiste. Lui ne veut pas que l'on puisse reconnaître quoi que ce soit dans sa peinture, et d'ailleurs, il dit ne pas s'inspirer d'éléments concrets. Ces peintures vont être remarquées, donc je l'ai dit, très vite par des critiques et aussi par des Allemands qui vont l'inviter à participer à une exposition itinérante dans les villes d'Allemagne de l'Ouest. Et il va donc faire sensation puisque, à peine connu depuis un an et demi, il va faire l'affiche de cette exposition itinérante. Ça va lui créer quelques jalousies, mais ces tableaux, là vous en voyez un qui est sur toile, cette peinture, reprend avec une gamme de couleurs limitée ces lignes verticales, courbes, que l'on a déjà pu observer. En arrêtant aussi ces lignes, il déchiquette en quelque sorte l'espace et il amène le regardeur à s'interroger sur le contraste entre ce noir et cette couleur qui est souvent magnifiée, mise en avant par ce noir. Alors voilà une œuvre qui est très interrogeante quand on pense au fait que la calligraphie ne l'influencerait pas, mais elle est quand même dans sa position tout à fait semblable à une calligraphie, à un kakejiku. Il peut de toute façon, comme beaucoup d'artistes, avoir des influences et inconsciemment, à un moment, les restituer sans avoir recopié directement sur une œuvre. Alors voilà l'affiche dont je vous parlais, 1948, grand succès de cette exposition, c'est lui qui a réalisé l'affiche, et le succès continue d'abord à l'étranger, c'est classique, on est souvent reconnu par des étrangers plutôt que par ses pairs, et là vous avez un détail d'affiche américaine. On avait invité Soulages avec d'autres artistes français et européens, mais là surtout français, à faire une sorte de match avec d'autres artistes, et lui avait été opposé en quelque sorte à Klein. Alors il n'avait rien vendu aux États-Unis, c'était sans doute encore trop tôt, mais plus tard, le directeur du musée d'art moderne de New York viendra dans son atelier et lui achètera une toile parce qu'il avait repéré ce jeune talent à New York. Là, c'est une revue suisse, alors on avance dans le temps, 1953, pour l'art, et nous avons là une très belle photographie de Colette et de son époux, qui est en train donc de réaliser des œuvres dans leur studio. Alors ils ont déménagé à partir du début des années 50 et sont allés s'installer à Paris, rue Schœlcher. Colette, qui est une photographe et qui fera de très belles photographies de son époux, pas seulement, mais également qui photographiera
toutes les toiles qui sortiront de l'atelier, ce qui est très précieux, a été très précieux pour Pierre Encrevé, le grand spécialiste de Soulages, qui a fait son catalogue raisonné. Une autre photographie de Soulages prise par son épouse. Donc on voit des formats de toiles proportionnels à l'homme, et ça aussi, dans le contexte de l'après-guerre, c'est assez rare. Et puis toujours ces gammes de couleurs relativement limitées. Une autre photographie de l'atelier où on voit Soulages en train de travailler sans doute au fusain et en s'inspirant de ses propres toiles. Et ceci est une toile qui partira aux États-Unis, au musée Guggenheim. Alors les personnes qui essayent de comprendre la langue de Soulages veulent voir dans cette œuvre Notre-Dame de Paris. Mais ce sont surtout des Américains qui essayent de rattacher l'œuvre abstraite à une figure, qui plus est populaire grâce à Victor Hugo. Bien évidemment, Soulages s'en défend, mais Soulages accepte très bien que l'on puisse voir ce que l'on veut dans ses œuvres, lui-même ne sachant d'ailleurs pas toujours ce qu'il a voulu représenter. Voilà en 1956 une œuvre qui va commencer à trancher avec les précédentes, des œuvres de plus en plus grandes et qui vont être intitulées toiles de contraste. Auparavant, nous avions les toiles qu'on peut intituler des grands signes noirs, et là, on a des œuvres qui, bien sûr, nous font encore penser à la calligraphie, mais Soulages est attentif, dit-il, à ce que l'on ne puisse pas reconstituer le parcours du pinceau dans ses œuvres. Et c'est un homme qui va, contrairement aux calligraphes asiatiques, essayer d'immobiliser son trait, sa peinture. C'est vrai que plus on avancera dans les toiles, vous le verrez, plus ces toiles se figeront, mais pas au sens péjoratif du terme. Il arrivera à donner à ces toiles une profondeur, certains disent une sérénité, que l'on ne retrouve pas toujours dans la calligraphie. Au niveau technique aussi, il évolue, passant du pinceau et de pinceaux spéciaux qu'il fabrique. C'est un homme qui est vraiment très habile de ses mains. Il passe là à une technique de la lame, où il enduit sa toile de fond blanc, par exemple, ou d'une autre couleur, puis ensuite il applique une couleur et rajoute du noir, et puis avec une lame, il va frotter, il va racler certaines parties de la toile plus ou moins profondément et faire ressortir les couleurs qu'il aura au préalablement appliquées. Les gammes peuvent être bleues, mais aussi rouges, plus rarement. Et vous voyez ce mouvement du noir qui ici à la fois réfléchit la lumière et puis met en valeur ce fond chromatique rouge, tout comme le fond met en valeur cet élan du noir. Voilà une autre toile. Alors cette période-là est sans doute la période préférée des collectionneurs de Soulages, et ce sont les toiles les plus recherchées, les plus chères. Cette toile est passée récemment en vente aux enchères à Sotheby's, et elle a atteint le prix record pour un artiste français vivant de 6 200 000 €. Ce qui fait de Soulages le peintre vivant le plus coté. Bien sûr, on ne compare pas avec les Américains, et ce que je dis là est informationnel et ce n'est pas pour m'en réjouir ou m'en esbaudir, mais c'est pour vous montrer tout de même l'importance de Soulages dans l'histoire de l'art, non pas français, mais de l'art contemporain, et la qualité aussi de telles œuvres. Ensuite, comme dit Soulages, il faut regarder se taire, mais j'avancerai dans mon propos pour vous montrer d'autres œuvres et surtout la troisième partie de sa carrière.
Alors justement, on s'approche d'une autre période où là, le noir va prendre de plus en plus de place sur la toile, permettant aussi à ce blanc de mieux ressortir encore. Il raconte régulièrement que lorsqu'il était jeune, il dessinait avec de l'encre noire plutôt que des couleurs que lui offrait pourtant sa famille, parce qu'il préférait le noir. Et à un moment où il peignait sur une feuille, on lui demande ce qu'il est en train de représenter, et lui dit que c'est de la neige. Or, il utilise de l'encre noire. Et il dit que c'est de la neige parce qu'il fait le contraste entre le noir de son encre et le blanc du papier, qui devient encore plus blanc du fait du contraste, et que la neige est là. Du fait des formats qui augmentent, Soulages va de plus en plus peindre, on dirait, à la japonaise, c'est-à-dire avec la toile au sol et en tournant autour de la toile, mais il ne le fait pas à la manière de Pollock ou de tous ceux qui sont dans l'action painting, c'est-à-dire qui ont un mouvement du corps, qui mettent vraiment le geste du corps au service de la création, et pour qui parfois l'acte de création est plus important que le résultat. Alors lui ne fera pas de dripping, mais il peindra avec son rythme à lui, et parmi ce qu'il aime de la culture japonaise, j'en reparlerai après, mais il y a le théâtre No. Et ça surprend toujours, mais chez les étrangers, en tout cas de la part des Japonais, que cet art théâtral puisse être apprécié. Mais lui, justement, ce qu'il aime, c'est la lenteur dans le No. Et même s'il est quasiment impossible d'avoir des archives filmées de Soulages en train de peindre, on imagine bien la précision du geste et une certaine maîtrise du geste, et donc une certaine lenteur. Des enjambements qui feraient penser peut-être plus à la calligraphie arabe dans certaines toiles, mais on reste toujours dans la calligraphie, mais inversement, Soulages revendique toujours sa liberté de créateur et laisse dire, sans donner lui-même une explication du signifiant de ses œuvres. Là, vous voyez une œuvre qui a été rebaptisée Aile de papillon, pour ceux souhaitant y voir de la figuration. C'est un tableau qui est particulièrement grand, que l'on peut voir à Montpellier, au musée Fabre, qui compte quelques chefs-d'œuvre de Soulages. Et on revient avec des toiles où le noir fait chanter les couleurs de fond qu'il utilise, mais où le noir prend de plus en plus d'espace. C'est le cas de le dire avec cette toile qui est, je dirais, une toile historique, puisque c'est la dernière avant que Pierre Soulages n'en vienne à ce qu'il appelle l'outre noir, c'est-à-dire une surface, une toile entièrement recouverte d'acrylique noir, puisqu'il va passer de la peinture à l'acrylique pour cette période dite outre noir. Alors je ne sais pas si il y a dans la salle Stéphanie Vaillant, qui est la directrice de la galerie Perrotin de Tokyo, et qui a récemment exposé des outre noirs, c'était au mois de juin, et qui a montré une production donc très récente de l'artiste, puisque une des œuvres, on le verra, était signée de 2016. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre Soulages peint encore, peint toujours, et je l'espère peindra toujours. Mais même en tombant dans l'outre noir, donc dans un processus qui a étonné, qui a fait parler, mais qui a montré qu'il était capable de se, j'allais dire, régénérer, tout au moins de se renouveler dans sa pratique. Et Pierre Soulages n'est pas seulement un homme qui peint bien, mais c'est un homme aussi qui parle bien. Et il explique ainsi, avec cette phrase que je trouve très orientale finalement dans l'esprit: plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte.
plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Alors cette toile, dont le rendu n'est pas excellent, veuillez m'en excuser, m'a été signalé par un ami. C'est une toile très belle et qui se trouve aujourd'hui dans le siège d'un grand groupe. Et voilà ce à quoi ressemble l'outre noir avec cette peinture, cet acrylique qui renvoie, selon l'heure du jour, selon la position du regardeur, qui renvoie la lumière. Et donc, Pierre Soulages, à ceux qui disent toujours qu'il est l'homme du noir, répond que non, il est l'homme de la lumière, puisque ce qu'il cherche depuis le début, à travers le noir, c'est à faire chanter soit les couleurs, soit les contrastes. Et là, on voit un travail sur la toile qui lui permet d'exprimer cette recherche et qui est encore la sienne aujourd'hui. Ça ne l'empêche pas, on le verra, de faire des toiles qui ne sont pas toutes outre noir, mais celle-là est un autre exemple d'œuvre avec des formats qui sont souvent très grands, diptyques, triptyques, polyptyques. Il faut donc des salles immenses pour accueillir les œuvres de Soulages, ce qui n'est pas sans poser problème parfois aux conservateurs. Vous voyez ici, par exemple, qu'il revient, alors qu'on est en 87, et que ce tournant a eu lieu exactement le 14 avril 1979. Là, il revient à de la couleur. J'insiste peut-être maintenant sur ce 14 avril 1979, où il avait peint une toile, un peu comme celle que je vous ai montrée, où il ne restait que les bordures qui étaient blanches. Et il avait finalement, dit-il, manqué son tableau et fini par recouvrir toute la surface de noir, et il était allé se coucher. Et en se réveillant, il avait revu sa toile et il avait eu la révélation que c'était dans cette voie de l'outre noir qu'il fallait continuer. Je parlais tout à l'heure de son travail avec d'autres influences. Là, il s'agit d'un autre support puisque c'est celui de la sérigraphie. Pierre Soulages a créé des lithographies, des sérigraphies. Il s'est beaucoup intéressé au principe de l'eau forte, hein, qui est un acide qui corrode la surface sur laquelle ensuite on encre pour imprimer ce qu'on appelle une estampe. Et il s'est beaucoup intéressé à ce processus. Il a même donc il a fréquenté des ateliers de graveurs. Il a fait construire un atelier pour créer une production donc qui est aujourd'hui très recherchée, puisqu'en général les tirages sont compris entre 60 et 300 exemplaires. Pour connaître les chiffres exacts, il y a 43 eaux-fortes, 49 lithographies et 29 sérigraphies. Ce sont des œuvres très fortes que l'on reverra un peu plus loin. Toujours dans ces recherches, ici, des lignes blanches à intervalles réguliers. Et là, on retrouve l'outre noir avec ses mattes et ses grilles métalliques avec des parties qui sont brillantes et d'autres qui le sont moins ou pas du tout, et le travail de la spatule qu'il peut réaliser. Là, vous avez un triptyque intéressant avec le panneau central qui est plutôt gris, tandis que les deux autres latéraux sont plus noirs et surtout plus mat. Ce qui retient l'œil d'abord, c'est l'horizontalité, ces lignes, mais en même temps cette verticalité, bien sûr, des trois supports et la séparation technique des trois panneaux. D'autres œuvres encore. Et celle-là qui est une des plus récentes, 3 janvier 2017, et qui était présentée à la Galerie Perrotin à Tokyo.
que dit Pierre Soulages, c'est que la réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport entre celui qui l'a faite, la chose qu'elle est, et celui qui la regarde. Et cette antienne, il la répète volontiers, je crois qu'elle est juste. C'est lui le premier qui a employé l'expression de regardeur, et lui-même continue à regarder ces toiles en s'interrogeant, même s'il leur laisse vivre ensuite leur vie. Ce qui l'intéresse, c'est la toile de demain. Alors j'en viens à une autre facette de son art, puisque là on le connaît comme peintre et comme graveur. On va le voir cette fois-ci maître verrier, puisque dans son département natal, l'Aveyron, il y a cette fameuse abbatiale dont j'ai parlé tout à l'heure, et vers laquelle il va revenir à l'occasion d'une commande d'État. On lui avait demandé déjà dans sa carrière de faire des vitraux pour plusieurs églises, il avait toujours refusé. Pour une raison simple, c'est que souvent on lui proposait de faire quelques vitraux à côté de vitraux existants, et il ne voulait pas mélanger son style dans l'église avec d'autres vitraux, pas de manière égoïste, mais parce qu'il considérait que ça n'allait pas avoir un bon rendu dans l'église. Et là, on lui propose de réaliser les vitraux pour les ouvertures de cette abbatiale, et ça représente 104 ouvertures. 104, c'est considérable, et il va accepter cette commande. Il va surtout essayer de faire de son mieux, et quand je dis qu'il est devenu maître verrier, c'est qu'il s'est intéressé au processus de fabrication. Il a finalement trouvé en Allemagne les ateliers qui étaient les plus avancés dans la réalisation de vitraux. Les gens au départ pensaient qu'il allait peindre ou qu'il allait faire des vitraux noirs, et donc l'abbatiale serait plongée dans l'obscurité. C'était une caricature, et pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, voilà le résultat. C'est-à-dire qu'il va envisager des surfaces laissant passer une lumière, mais en la rendant opaque, et avec des lignes très sobres qui conviennent parfaitement à ce qu'est l'art roman de cette abbatiale. Alors, ce modèle est particulièrement parlant. À la fois, on retrouve, comme dans sa peinture, des éléments très architecturés. Je lui ai posé la question sur son avis concernant, ou son influence éventuelle concernant les shoji, sur ces portes coulissantes japonaises, avec une façon de quadriller, de délimiter l'espace. Alors, il m'a dit qu'il n'y avait pas pensé, ce qui est très probable. Il m'a dit, bien sûr, qu'il connaissait ces portes coulissantes, qu'il les avait admirées lors de ses voyages au Japon. Je le répète, un artiste a des influences multiples, mais on ne peut pas s'empêcher tout de même de faire un rapprochement. Et en poursuivant notre visite de l'abbatiale, voilà ce que cela peut donner à l'intérieur de l'abbatiale. Alors il a fait en sorte que la partie la plus lisse soit à l'extérieur, pour éviter un dépôt de poussière à l'extérieur, et à l'intérieur, le verre est beaucoup plus rugueux, ce qui fait que ce sont des vitraux que l'on peut voir autant de l'extérieur que de l'intérieur, et on peut les admirer des deux côtés. D'ailleurs, il m'avait fait la remarque que c'était une sculpture aussi, ces vitraux. Alors j'étais un peu étonné, mais du fait de l'épaisseur de ces vitraux, on était dans le tridimensionnel, et il rangeait ça au titre de sculpture également. Voilà à l'intérieur de l'abbatiale les vitraux, toujours à l'intérieur en fonction des heures du jour, et ça aussi, ça rappelle l'outre noir, où selon l'heure à laquelle on regarde le tableau, selon sa position, on a une lumière différente, et là c'est la lumière naturelle qui joue. Voilà l'abside de l'abbatiale, avec, vous le voyez, ces vitraux, qui de mon point de vue vraiment s'intègrent parfaitement avec
la pierre. On a là ce grès de l'Aveyron, avec ce gris des toits, et puis cette simplicité de ces diagonales, de ces lignes horizontales ou verticales parfois. Alors là, vous pouvez voir un détail avec ces grains de verre qui sont plus ou moins grands et, du fait de leur épaisseur, laissent passer plus ou moins la lumière. Alors le maire de Rodez de l'époque avait eu la bonne idée de demander à Soulages de donner à la ville de Rodez les modèles, ce que Soulages avait accepté, et puis ensuite le maire avait demandé des dessins, et puis de fil en aiguille, il avait proposé à Soulages de créer un musée portant son nom. Alors Soulages a accepté après quelques hésitations. Ce n'est pas un homme orgueilleux, mais il voulait que ce musée puisse accueillir d'autres artistes, et donc il y a dans le musée Soulages de Rodez 500 mètres carrés dédiés aux expositions temporaires pour montrer des artistes que Soulages peut apprécier, puisqu'il est aussi consulté sur la programmation. Mais il laisse une liberté assez grande aux conservateurs. Alors ce musée est vraiment une réussite réalisée par le cabinet catalan RCR, qui a reçu l'an dernier le prix Pritzker pour l'ensemble de son œuvre, mais le musée Soulages fait partie des œuvres des œuvres architecturales qui ont été récompensées. Le métal utilisé, c'est de l'acier avec une méthode qui s'appelle c'est de l'acier Corten, donc qui rouille jusqu'à un certain point. Ensuite, la rouille est fixée, et vous avez donc dans cette ville de Rodez un contraste entre l'architecture gothique flamboyante de la cathédrale et puis au premier plan ces cubes de rouille qui abritent des espaces particulièrement bien pensés. Il y a des espaces plus intimes où on montre notamment les estampes de Soulages, les ouvrages, les premiers catalogues, les premières affiches. L'affiche que vous voyez au fond, excusez-moi, décidément. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc ça va nous obliger, désolé, à... Non, je vais peut-être faire autrement. Ah non, bon, alors, désolé, nous allons devoir passer des décennies de la vie de l'œuvre de Pierre Soulages en accéléré. Bon, ce n'est pas désagréable non plus. Voilà, donc l'affiche, plutôt l'estampe que vous voyez au fond, avec ces trois traits de pinceaux verticaux, a servi à illustrer l'affiche des Jeux Olympiques de Munich. Et là, vous avez donc d'autres salles du musée avec ces grands outres noirs qui sont très bien mis en valeur. On a l'impression parfois de se trouver dans un prieuré avec ces colonnes qui scandent l'espace. Voilà une grande salle avec des œuvres où vous voyez ce noir qui envahit de plus en plus l'espace, comme je l'ai déjà dit. Et puis c'est un musée qui est vraiment une réussite en termes de fréquentation. C'est un musée qui a été inauguré en 2014 par le président de la République de l'époque, François Hollande. Vous avez là Pierre Soulages, peu de temps avant l'inauguration du musée qui porte son nom. Il préfère l'appeler ainsi, mais nous pouvons nous dire le musée Soulages. Et il y a donc eu cette inauguration en grande pompe, et le musée ne désemplit pas. C'est une des réussites montrant qu'en province on peut créer des structures d'art contemporain. Donc tout le monde se presse dans ce musée.
des personnalités connues, j'y reviendrai. Georges Pompidou, bien sûr, n'a pas pu se rendre dans ce musée, mais si je le montre ici, c'est en hommage d'abord à son côté visionnaire au niveau de l'art moderne avec son épouse Claude, mais surtout pour rappeler que Pierre Soulages a toujours été un peintre aimé des présidents français, puisque Pompidou, avant de devenir président et en étant Premier ministre, avait installé dans son bureau à l'hôtel Matignon, vous le voyez, un tableau de Soulages qui interrogeait beaucoup ses visiteurs, des visiteurs plutôt conservateurs du point de vue de l'art et pas seulement, et lui était content de voir leur réaction entre d'un côté une tapisserie des Gobelins et de l'autre cette œuvre de Soulages. Jacques Chirac apprécie aussi beaucoup l'œuvre de Soulages. Giscard, semble-t-il, un peu moins. François Mitterrand avait beaucoup d'admiration pour l'homme et pour certains tableaux. Bref, il est difficile à un président de dire qu'il n'aime pas Pierre Soulages. Nicolas Sarkozy parle aussi d'une œuvre qu'il aurait suivie dans différents ministères. François Hollande a tenu à inaugurer le musée, etc. Mais on a également le président actuel qui avait visité ce musée en août 2016, alors qu'il était encore ministre de l'économie, et avec ici au centre le conservateur du musée et à droite le maire de Rodez et son épouse. Même ici à Tokyo, nous avons le représentant de la France qui travaille sous une estampe de Soulages. Alors, vous avez aussi un hommage au noir par Kumamon, mais qui n'est pas une œuvre de Soulages. Donc, c'est un moyen habile, j'espère, de passer à la deuxième partie sur le Japon de Pierre Soulages et de vous montrer un peu cette relation particulière qu'il entretient. Alors cette relation particulière débute par le Japon, avec ce paysage, mais qui est un paysage que certains reconnaîtront, qui est un paysage français dans le sud de la France. Il s'agit de Sète. Alors pourquoi montrer un paysage de Sète ? Eh bien parce que Soulages, lorsqu'il avait été mobilisé, avait découvert dans un train de militaires passant de nuit le long de la côte méditerranéenne, il avait découvert cette silhouette du mont Saint-Clair. Et voilà ce qu'il m'avait dit il y a déjà 25 ans de cela, quand je l'avais rencontré la première fois, et que je lui avais fait parler de ses souvenirs de guerre, justement. Devant moi s'étendait une sorte de flaque de métal fondu, belle étendue éclairée par la lune. C'était l'étang de Thau. Je distinguais la silhouette du mont Saint-Clair avec la mer pour seule ligne. J'ai pensé alors au mot de Van Gogh en arrivant à Arles. C'est aussi beau que le Japon. Et pour moi, cette vision de Sète, c'était mon Japon. Au fond de moi, j'ai décidé que je reviendrai là un jour. Il y reviendra effectivement en 1959-60, mais pour l'heure, il est parisien avec son épouse et il va fréquenter les milieux artistiques japonais. Et pourquoi les Japonais? Alors pas seulement, il fréquente les Américains, les Allemands, mais il le dit très tôt, j'ai ressenti au fond notre culture, la culture française, comme un enfermement, une limitation. Et c'est un homme donc qui va sympathiser, devenir l'ami d'un couple d'artistes japonais, Isao Domoto et Emami Mori, qui ici sont dans leur atelier. Et c'est une photographie, la mention a disparu, mais qui a été prise par le grand photographe japonais Tetsuo Abe, dont on verra tout à l'heure d'autres photos. Et vous avez donc ces deux artistes qui chacun peint dans une partie de l'atelier, et Soulages s'intéresse beaucoup à leurs travaux. Il s'intéresse aussi à un japonais qui deviendra son ami, Toshimitsu Imai, qui fait partie des artistes cornaqués par Michel Tapier de la galerie Stadler. La galerie Stadler n'est pas la galerie de Soulages. La galerie de Soulages, c'est surtout la galerie de France. Et donc il fréquente ces Japonais, s'intéresse
à leur production. Ici, c'est une toile. Imai utilise beaucoup de noir et le professeur Haga a bien connu dans ses années parisiennes Imai et plus tard. Et donc, c'est un travail qui intéresse Pierre Soulages. Alors, je lui faisais remarquer qu'on le voyait souvent avec une cigarette, mais il m'a dit que Imai également fumait et qu'il ne pouvait pas laisser Imai fumer seul. C'est l'époque qui, effectivement, montre tout le monde en train de fonctionner ou de carburer à la nicotine. Et là, je me suis permis de montrer non pas 3 fumeurs, mais 3 personnalités qui sont les plus grands historiens de l'art, avec le professeur Yoshikawa Itsuji, qui était professeur d'histoire des arts à l'université de Tokyo et qui a formé une génération avec le professeur Haga au centre et à droite, pour vous et pour moi, le professeur Takashina, qui ont été boursiers du gouvernement français dans les années 50 à Paris et qui ont bien fréquenté les universités, mais aussi les galeries d'art, les galeries d'avant-garde, et qui ont sympathisé, bien sûr, avec leurs compatriotes japonais, mais aussi avec des artistes français, dont Pierre Soulages. On a ici une photographie qui montre Michel Tapier de Céléran, qui est un descendant de Toulouse-Lautrec, un artiste, mais surtout qui a été un grand galeriste, aux côtés donc de Domoto Hisao et de son épouse, Domoto Mami, et puis l'ambassadeur du Japon à Paris. Alors Michel Tapier connaissait bien sûr Soulages, ils étaient de la même région, mais ce n'était pas la même écurie. Et Tapier est un théoricien de l'art, et parfois Soulages ne se reconnaît pas dans ses analyses. Soulages n'accepte pas d'être classé dans les ismes, donc expressionnisme et autres, il rejette. Et plus proche de lui est un homme qui s'appelle Michel Ragon, qui est un écrivain, et qui va faire un voyage au Japon en 1957 et qui va renseigner Soulages, qui lui-même prévoit avec son épouse de faire un voyage au Japon. Ce livre est très intéressant, je dirais pourquoi, et Soulages donc va se renseigner, partir aux États-Unis où il sera très bien accueilli, fréquentant les grands artistes de l'époque, notamment Rothko ou Motherwell ou Klein, et puis il va traverser le Pacifique pour se rendre au Japon. Alors, pourquoi se rend-il au Japon? Eh bien parce qu'il a obtenu en 1957 le prix de la Biennale d'art de Tokyo. Il participe depuis 1951 à ce qu'on appelle le Salon de mai à Tokyo, mais qui est le duplicata du Salon de mai de Paris. Et tous les 2 ans, il envoie une œuvre à ce salon. Il est remarqué au bout de 4 expositions, et donc son œuvre reçoit le premier prix. C'est un diplomate de l'ambassade de France qui viendra le chercher pour lui. Et je remercie particulièrement mon ami Hirayama Noriko qui a trouvé cette coupure de presse et qui a aussi fait beaucoup pour la connaissance de Pierre Soulages dans sa relation avec le Japon. Merci Noriko. Alors, dans les rencontres que Colette et Soulages vont faire au Japon en janvier 58, ils arrivent donc des États-Unis, en passant par Hawaï, et ils n'arrivent pas seuls puisque est avec eux le peintre chinois qui n'est pas encore naturalisé, Zaoki. Ils arrivent donc en étant attendus parce que le professeur Takashina, enfin il n'est pas encore professeur, mais a donné l'information à des réseaux qui vont l'accueillir très très bien. J'ai oublié de dire que lorsqu'il avait eu son prix en 1957, Hisao et Mami Domoto avaient offert au couple Soulages 2 très beaux livres d'art japonais pour les féliciter de ce prix, et que les Soulages ont gardé ce cadeau jusqu'à nos jours, puisque ça les avait beaucoup émus. Et donc à Tokyo, on veut rencontrer Pierre Soulages, qui est déjà un artiste renommé. Depuis en tout cas 10 ans, il est un des plus célèbres artistes français, avec Georges Mathieu qui prend beaucoup de lumière, mais qui, hélas pour lui et son œuvre, en a perdu aujourd'hui. Et
Soulage là est reçu donc devant une œuvre de Sofu Teshigahara. Donc il va au siège de la société Sogetsu et il découvre ce que Teshigahara réalise avec des bois, bien sûr des ikebana, mais des sculptures en fait, en métal et en bois. On a là par exemple une sculpture de bois et d'acier. Pour ceux qui connaissent la résidence de France, il y a en entrant avant le grand salon une œuvre de Teshigahara qui se trouve là, qui peut faire penser, et Soulage s'intéressait à ces œuvres, à une sorte d'architecture de la nature. Et Soulage considère que l'hiver, les arbres sont des œuvres abstraites. Toujours à Sogetsu, on a là Soulage qui se passionne pour la préhistoire française, qui découvre un Haniwa, la préhistoire japonaise l'intéresse aussi. Et puis il continue à faire des rencontres. Là, il est reçu avec Zaoki et son épouse au musée Bridgestone, qui s'intéresse aussi à cet artiste. Et aujourd'hui, le musée Bridgestone au Japon, est le musée qui possède le plus d'œuvres d'art de Soulage, notamment grâce à son conservateur. Et on attend impatiemment la réouverture du musée Bridgestone pour admirer, entre autres, ces œuvres de Soulage. Là, Soulage tient dans la main ce catalogue du Bridgestone qu'il a conservé jusqu'à aujourd'hui. Et on a là un témoignage plus récent, mais que je voulais montrer, puisque le conservateur M. Shimbata, avec notamment le partenariat du journal Nikkei, représenté ici par mon ami Inoue, il y a une très très belle exposition donc intitulée Tokyo Paris au musée de l'Orangerie le printemps et l'été dernier, qui a dépassé, je crois, les 500 000 visiteurs. Ça a été une révélation pour beaucoup de Français et d'étrangers, puisque la collection Ishibashi, du nom du fondateur du musée Bridgestone, la collection était à la fois occidentale, avec tous ces trésors de l'impressionnisme notamment, mais aussi des œuvres d'artistes japonais, et une exposition qui allait jusqu'à nos jours. Et il y avait dans la salle à la fois une œuvre de Soulage que vous voyez au premier plan, avec le peintre issu du groupe Gutai, Shiraga Kazuo, mais aussi une œuvre de Zaoki. Était reformé là un peu le duo, puisque il n'y a pas eu de rencontre entre Soulage et Shiraga, mais était reconstitué le duo Zaoki-Soulage, et j'ai même envie de dire le trio, puisqu'il y avait en face une œuvre de Domoto Hisao que je vous montrerai un peu plus tard. Donc c'est une très belle exposition qui a eu lieu et qui a rappelé ces liens si anciens et si actuels encore entre l'avant-garde française et l'avant-garde japonaise. Alors ça, c'est une toile historique à 2 titres. C'est une toile de 59, donc ancienne dans la production de Soulage, mais surtout c'est la première toile à avoir été achetée par un musée japonais. Et c'est le fils du fondateur Ohara, c'est donc le fils qui a acheté cette toile. Il y a un flou sur le fait que Soulage ait pu rencontrer Ohara Junior au Japon ou en France. Toujours est-il que dès 59, un tableau lui est acheté, et je dois ce visuel à la conservatrice Harada, qui est peut-être parmi nous, Harada-san, qui en tout cas a fait des recherches et à qui il manquait un chaînon manquant. Je ne l'ai pas tout à fait fourni, mais dans les archives que Colette et Pierre Soulage m'ont autorisé à consulter, j'ai retrouvé un document avec les coordonnées du directeur et du fondateur, du fils du fondateur de ce musée, et on a donc la preuve d'un lien direct entre l'artiste et la famille Ohara. C'est d'autant plus important que, et je l'avais dit dans cette salle, que le musée Ohara a été le premier musée d'art occidental créé au Japon, ouvert en province à Kurashiki, 1930, et ça a été le premier musée à exposer de manière permanente des tableaux français, notamment des tableaux de Claude Monet. On a là donc un autre artiste qui est repéré très tôt par ce musée, qui est vraiment d'avant-garde dans le choix des toiles, et ça se voit lorsque ici
le fils du fondateur, présente pour les 35 ans du musée les chefs-d'œuvre du musée. Alors il y a un tableau de Picasso à l'arrière, de Chirico, et vous voyez sur la gauche un grand tableau, c'est le tableau de Soulages. Je n'ose plus utiliser le pointeur pour ne pas faire un retour en arrière. Donc un musée d'avant-garde, la province au Japon l'est souvent, et on en vient à la visite de Soulages dans les lieux incontournables de la culture japonaise, ici avec le professeur Yoshikawa, que Soulages avait connu comme le futur professeur Haga et professeur Takashina avait connu à Paris. Yoshikawa était un spécialiste de l'art roman, ça tombait bien, la passion de Soulages, et donc c'est lui qui va guider Soulages dans le Japon du mois de janvier, avec des paysages de neige. On peut imaginer très bien ce que c'est, mais les Soulages visitent de long en large tout ce qu'ils peuvent, et ils reviendront du Japon avec des ouvrages, notamment sur la statuaire japonaise de Nara, qui les a beaucoup impressionnés, et puis aussi avec beaucoup de clichés. Alors, je suis particulièrement fier comme chercheur d'avoir réussi à aider les Soulages à retrouver dans leurs archives, qui sont considérables, ces clichés, puisque nous avons là des planches positives, enfin, des planches contact avec le positif des négatifs. Les négatifs donc ont 60 ans d'âge, donc ça demande un soin particulier. Pour l'instant, je n'ai travaillé que sur les planches contact. Et ce que vous voyez comme photographie barrée d'une croix, c'est des photographies qu'ils ont fait tirer ensuite pour les admirer. Et ce sont des photographies prises essentiellement par Colette, mais de temps à autre par Pierre Soulages, qui aimait photographier ce qui l'intéressait et qui pouvait alimenter aussi sa création. Alors, je n'ai extrait que quelques photographies de lieux que vous connaissez, Kiyomizu-dera en haut ou un jardin de pierre en bas. Soulages voulait vraiment voir les jardins de pierre. En janvier, il était seul, me disait-il, et on veut bien le croire, dans ces lieux. Il a refait plus tard un voyage en 84, et là, il était déjà entouré de trop de touristes, selon lui, et heureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui dans le sanctuaire, puisqu'il verrait effectivement plus encore de touristes. Mais à l'époque, c'est une visite privilégiée, malgré le temps, ou peut-être grâce au temps. Et il neige, hein, on le voit ici à Nara, avec des flocons, mais quand il sélectionne une photographie, et je reviendrai sur cette photographie, il la barre donc ainsi d'un trait rouge. Il y a des photographies prises par Colette ou Pierre qui sont abstraites, ou en tout cas qui peuvent tendre à l'être, notamment celle des drapeaux qu'il veut faire recadrer par son photographe, avec ce trait de crayon. Il ne s'agit pas d'un tori, mais c'est une toile, enfin c'est une toile, non, mais ça pourrait être une toile que ces drapeaux sombrent sur fond gris, sur tant de neige. Alors bien sûr, il s'intéresse à la Villa Katsura, à l'architecture et au jardin, et notamment, il y a beaucoup de photographies des pierres du jardin. Leur disposition dans l'espace les intéresse. L'intéresse lui, l'intéresse Colette, bien évidemment Ryuanji, avec ce rectangle, ces 15 pierres. Mais dans le Kinkakuji, ce qui l'intéresse le plus, c'est l'étang, c'est le lac, avec les pierres qui ont été disposées dans l'étang. Il faut dire aussi que le Kinkakuji est flambant neuf. Il a flambé, c'est le cas de le dire, 3 ans auparavant. Il a été reconstruit, donc ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus. Il préfère les vieilles pierres ou les vieilles constructions de bois. On a une très belle photographie ici prise par Colette devant un jardin de pierre. C'est une des rares que je vous montrerai, puisque je suis surtout sur les lieux. Et ces lieux, justement, c'est une archive que j'ai pu retrouver et remontrer à Pierre Soulages. Il écrit ceci: quand j'ai vu Ryuanji et Kinkakuji à Kyoto, cela m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. Et donc il trouve dans le Japon, outre un peuple qu'il aime, qu'il admire, dont il admire le talent, mais aussi des souvenirs d'enfance. Et je vous lirai un texte qui, justement, explicite cela.
Il est interviewé par ce jeune étudiant brillant, je le dis sans flagornerie parce qu'il est là, et qui, revenant de Paris, fait son interview pour un grand journal japonais. Et c'est le premier entretien au Japon et en japonais de Soulage et de Zaoki par le jeune Hagatoru, qui doit avoir 27 ans à l'époque, et qui, grâce à sa culture européenne, française, à sa curiosité artistique, car au départ, il était parti pour être professeur de littérature et Paris l'a perverti, il est devenu historien d'art, et il a bien fait. Eh bien, cette interview est très intéressante puisqu'il est question beaucoup d'histoire, de littérature, et c'est un document inestimable que j'aimerais pouvoir faire partager ensuite aux Français si une traduction peut être réalisée. Donc dans le journal Sansai. Soulage va rencontrer l'artiste Shiryu Morita, qui est un calligraphe et qui a une revue qui s'appelle Bokubi, donc beaucoup l'encre, et puis Bi la beauté de l'encre. Et cette revue va consacrer à Soulage sa une. Il faut dire que Soulage intéresse beaucoup les artistes japonais, mais également Pollock, Klein intéressent ces mêmes artistes, et cette revue va lui être envoyée ensuite régulièrement. Bien sûr, ça on l'a vu tout à l'heure, ce genre d'idéogramme, de création interpelle les Japonais, mais Soulage dit bien que sa création et la calligraphie sont deux choses différentes. Là, ce sont des estampes que Pierre Soulage a pu offrir à ses interlocuteurs, des estampes donc, où on retrouve bien son trait, l'occupation de l'espace, le jeu entre le noir, la couleur, une couleur dominante et puis le blanc, différentes formes, avec une qui a été offerte notamment au jeune Hagatoru pour le remercier, une qui a été offerte à Teshigahara, une autre qui a été offerte à monsieur et madame Ishibashi, qui se trouve toujours au musée bien sûr. Bref, des cadeaux. Et ce sont les premières estampes qui entrent au Japon, puisqu'auparavant c'était des peintures qui étaient exposées. C'est une lithographie très troublante pour ceux qui lisent le japonais, parce qu'on peut y reconnaître quel signe, quel kanji. C'est pas tout à fait celui-là, hein, bien sûr, mais ça serait une déformation du kanji de noir, de kuro. Alors, si ça ne vous a pas frappé, c'est que ça reste à démontrer, et peut-être est-ce que je suis trop dans l'idée de vouloir trouver des influences dans l'œuvre de Soulage qui proviendraient du Japon, mais cette œuvre a été réalisée avant le voyage au Japon. Donc, bien sûr, on peut imaginer qu'un ami japonais lui ait écrit l'idéogramme de noir, mais d'après Pierre Soulage, non, ce n'était pas son intention en faisant cela, et quand on voit toutes les autres estampes, c'est logique à un moment qu'il ait pu faire ce type de construction. Alors voilà la revue Bokubi qui va être offerte au couple Soulage, et ensuite il recevra régulièrement cette revue. Vous avez en haut une œuvre de Klein qui lui aussi réfute l'idée d'être influencé par la calligraphie japonaise. Il ne viendra pas au Japon, Klein, et puis il mourra assez jeune, mais voilà donc des revues que les Soulages conservent encore et qui ont pu alimenter son inspiration. Alors, cette lithographie est particulièrement belle, mais je la complète d'une qui là est encore plus troublante, me semble-t-il, que mon kuro de tout à l'heure, c'est celle-là. Alors là, on est dans la supposition d'une œuvre qui serait inspirée par l'idéogramme de l'œil en japonais, de Mei. Et je crois qu'on peut accepter l'influence directe, puisque Pierre Soulage a intitulé, et c'est rarissime dans son œuvre, en principe c'est la technique, le support, donc c'est peinture, lithographie, les données techniques, la dimension, et puis la date. Et là, il y a, et je ne l'ai pas mis volontairement pour ménager le suspense, il y a lithographie numéro 40, 1978, et entre parenthèses, fait silence. Fait silence. F-A-I-S, silence. Fait silence. Et effectivement, il préconise de plus regarder que de parler, et avoir utilisé ce titre, fait silence, pour cette lithographie, là on peut tout de même déceler l'influence japonaise. Ou alors je m'arrête tout de suite de vous parler.
Pierre Soulages ici rencontre, alors c'est à Paris, un calligraphe chinois. Il est avec son ami Zhaoqi qui lui présente ce monsieur Chang. Et Soulages, bien sûr, s'intéresse aux travaux de ce calligraphe chinois en essayant de voir les différences qui peuvent exister entre des calligraphies japonaises et d'autres chinoises. Peut-être avant de lire un extrait, je vais, pour rebondir sur ce voyage au Japon, donc vous l'avez compris, qui est terminé, puisque maintenant Soulages est en France, dans ma continuité historique, c'est vous lire ce petit texte qu'il a donné à une revue, justement la revue de Teshigahara, sur ma peinture et le Japon. Je cite Soulages. « Ce que j'aimais depuis mon enfance, c'est l'église romane de Conques, dans le sud de la France, les menhirs érigés hors des villes, les arbres nus des jours d'hiver. Depuis que j'ai commencé à peindre, ces trois éléments sont dans mon cœur et sont comme une source profonde qui m'alimente avec des mots intarissables. En parlant de ces trois éléments, cela comprend le temps infini et l'espace infini. Ils possèdent une force fulgurante en même temps qu'ils gardent le silence. C'est ce que je souhaite exprimer dans ma peinture. Ce sont des choses qui me permettent d'aller au-delà de l'abstraction géométrique et qui m'obligent à choisir le noir comme base. Ce doit être une pulsion, comme dans les temps anciens. Il y a des gens qui parlent de la similarité entre ma peinture et la calligraphie orientale, mais c'est un hasard. Quand je suis allé à Kyoto et que j'ai visité le jardin de Ryuanji, ou que j'ai vu la disposition des pierres dans les temps de Kinkakuji, j'ai senti que cela répondait chez moi au souvenir de ces trois éléments. Donc les édifices, souvent religieux, les pierres dressées et les arbres nus. C'est moi qui rajoute. Par les traces laissées par les mouvements des sillons, là il parle du jardin de pierre de Ryuanji, on ne voit pas les choses qui interpellent le regard des regardeurs. C'est quelque chose qui apparaît dans le cœur de la personne, sans savoir quand le processus intervient. Pendant ces échanges naturels, l'homme est invité à monter plus haut que la vie quotidienne. Cette découverte m'a enchanté. Non seulement cela a confirmé la conviction de ma peinture, mais ça m'a éclairci sur ce véritable art qui n'a pas de frontières ni de temps, et qui engendre une invitation permanente. Donc voilà un très beau texte de Pierre Soulages, et lorsque je le lui ai lu récemment, parce que je l'ai trouvé récemment, il a laissé passer un petit moment de silence, et il a dit « c'est pas mal ». C'est pas mal, et effectivement c'est très beau. Et pour compléter son propos, cette peinture qui se prive de la représentation, l'art abstrait donc, est cernée par le monde qui lui doit son sens. Donc il autorise très bien aussi que les regardeurs puissent donner un sens différent, et autant de sens finalement que de regardeurs. Alors ici, on a le Japon qui vient visiter Pierre Soulages, puisque après son voyage au Japon en 1958, quelques mois après, un photographe japonais vient frapper à sa porte. Il s'agit du photographe du Mainichi Shimbun qui est Tetsuo Abe, et je salue ici la présence de son fils, Monsieur Tsutomu Abe, que je remercie vraiment pour son aide, puisque vous allez pouvoir voir des photographies inédites. Elles étaient parues pour quelques-unes d'entre elles dans un très très beau livre qu'avait fait paraître Abe Tetsuo sur les artistes européens, essentiellement français et italiens. Et Tetsuo Abe a notamment rencontré et photographié et interviewé Fujita, Vlaminck ou le peintre Matisse, le grand peintre Matisse. Il a réussi à entrer partout, à se faire accueillir et à faire des photos magnifiques. Et je signale pour l'auditoire que tout à l'heure sera proposé à la vente pour un prix très modique de 1500 yens des photographies justement, alors non pas de Soulages, ça sera pour une autre édition, mais des photographies de Matisse, Vlaminck et Fujita avec un texte bilingue anglais et japonais, et monsieur Abe pourra dédicacer ce livre qu'il a fait rééditer et qui est vraiment très précieux pour les historiens d'art et les artistes. Peut-être un jour on rééditera ce livre
qu'il a donc publié sur différents artistes. Il y a Zadkine, il y a Augis, il y a aussi le couple Domoto. Il y a donc beaucoup de belles photographies. Et là, il y a ces photographies de Pierre Soulages avec certaines de ses œuvres reproduites en couleur. Et il a capté la force de cet homme. Il le compare d'ailleurs, puisqu'il fait 1,90 m, Soulages, 102 kg à l'époque, m'a-t-il dit, et il le compare à un lutteur de sumo. Mais les lutteurs de sumo à l'époque, les années 50, étaient très athlétiques. Très athlétiques, donc il ne s'agit pas d'une vacherie. Au contraire, c'est plutôt un hommage. Et voilà donc cette photographie que vous voyez, qui est dans le livre. Et puis toute une série que je vais faire défiler de photographies, où on voit dans la discussion Soulages face à son interlocuteur, qui le photographie et qui saisit de très beaux moments de l'homme en train d'expliquer sa peinture. Il est habillé en noir. Et puis, il sort des toiles plus anciennes pour les montrer, se faire photographier avec. Abe Tetsuo n'est pas là pour acheter, mais Soulages accueille les artistes, et bien évidemment venant du Japon. Il montre à ce photographe les pinceaux qu'il a pu acheter au Japon. Il montre son atelier, qui est ici photographié. C'est très intéressant pour la connaissance de l'œuvre, le processus de création de Soulages. Et puis, il peint devant Abe Tetsuo, ce qui est rarissime. Il le refera une autre fois, puis ensuite, il le fera peu dans sa carrière, puisque ça influe malgré tout sur sa création. Et là, on imagine le photographe monter sur une échelle pour ce cliché, et ensuite, on voit Soulages à l'œuvre, une très grande toile. Tout à l'heure, le cliché était inversé, là, c'est le bon ordre. Et on a ce geste très beau de Soulages, qui est presque intégré à la toile. Soulages et son tableau. Et ce tableau, en fait, a une histoire où, en fait, il n'a pas d'histoire. Il n'en aura jamais, puisque Soulages l'a détruit. Soulages était mécontent de son œuvre, et elle ne figure pas dans le catalogue raisonné. Elle a été brûlée par lui. J'en ai parlé avec Pierre Encrevé, également avec Pierre Soulages, et il estimait le tableau raté, avec moins d'élan, moins de... Après, bien sûr, c'est sa liberté d'artiste, mais à un moment, Pierre Encrevé disait on aurait pu peut-être couper en deux le tableau pour garder une partie plus réussie. Toujours est-il que vous avez là un tableau qui n'existe plus, et heureusement, grâce à ce reportage photographique, Tetsuo Abe a pu nous faire. C'est rarissime d'avoir des tableaux détruits ensuite par les artistes visibles, puisque justement, ils ont fait en sorte de les détruire avant qu'ils ne soient visibles. Alors ici, on a Pierre Soulages et Colette à la fin de l'entretien, et on a trois belles photographies de Colette, qui a joué un rôle et joue encore un rôle si important dans la carrière de son époux, avec une photographie ô combien spontanée. On est là dans le quartier latin. Voilà, un moment de convivialité. Et le cahier de Abe Tetsuo, sur lequel a travaillé Noriko notamment, qui met ses impressions de visite. Voilà donc ce grand photographe, vraiment, dont il faut connaître l'œuvre, qui est immense. Il a été photographe durant la Seconde Guerre mondiale, et il a pu en réchapper, et il s'est consacré ensuite à l'art et au dialogue entre les cultures. Le voilà à un âge avancé, et j'ai pu montrer à Pierre Soulages notamment cet arbre, parce qu'il m'avait particulièrement frappé, et il se trouve que Soulages se souvenait très bien, il habitait à proximité de cet arbre, et ce que je vous ai dit sur les arbres qui sont des œuvres abstraites, on a là le cliché originel, et voilà quelque chose qui a beaucoup plu à Pierre Soulages, de retrouver 60 ans après ce que lui avait montré Abe Tetsuo. Alors, au retour du Japon, ils vont faire construire une maison, Colette et Pierre, à Sète, et une architecture minimaliste, pour partie, je pense, un peu inspirée du Japon, dans ces grandes terrasses, dans ces grands volumes, avec du ciment apparent, coffré.
Et là, si je montre une photographie de Isamu Noguchi, c'est parce que vous remarquez dans l'angle de la photographie de droite une lampe sculpture de Isamu Noguchi que Colette et Pierre ont rencontré à Paris, lorsque cet artiste venait en Europe, puisqu'il habitait aux États-Unis. Alors voilà la vue que l'on peut avoir et que les Soulages ont, et leurs visiteurs, quand ils ont acheté cette maison, ils ont dit on achète un horizon marin, mais son atelier tourne le dos à la mer, c'est pour ne pas être dérangé, dit-il, perturbé par une œuvre immense qu'il aurait sous les yeux. Les dalles sont d'ardoise, grises. On est là dans du noir, du blanc et du gris. Et voilà, Pierre Soulages à sa terrasse, avec à l'arrière un magnifique pin qui traverse la terrasse et qui ne peut que nous faire penser à ce pin des théâtres, des scènes de théâtre No. Voilà la maison éclairée la nuit avec ce pin qui traverse littéralement la terrasse. Une maison atelier donc magnifique dans laquelle il séjourne la moitié de l'année. Et devant son atelier, lorsqu'il travaille, il pose une pierre qui n'est pas n'importe quelle pierre, puisque c'est une pierre qu'il a rapportée du Japon. C'est une pierre qu'on appelle Tomeishi ou Sekimori Ishi, la pierre qui arrête. Et c'est pour ne pas être dérangé, comme un maître de cérémonie du thé lorsqu'il est dans son atelier. En 1984, il a droit à une rétrospective au musée Seibu à Tokyo, avec des œuvres qui sont montrées. Et les Japonais peuvent découvrir ces tableaux des trois périodes, y compris l'Outre-Noir. Il va être récompensé par le prix Premium Impériale en 1992, qu'il recevra à Meiji Kinenkan. Et il rencontrera notamment le prince Takamatsu. Et il posera avec les lauréats. Et cette année, on voit ici Soulages encadré de Franck Gehry, l'architecte, celui qui a réalisé entre autres le Guggenheim de Bilbao et la fondation Vuitton à Paris, et Kurosawa, dont Soulages avait vu bien sûr les films en noir et blanc, en tout cas pour les premiers, à Paris. Et puis récemment, 2017, juin, les Outre-Noirs exposés à la Galerie Perrotin. Il y a eu beaucoup d'expositions de groupes auxquelles a participé Soulages, et puis là, c'est une exposition en nom propre. Voilà donc quelques-unes des œuvres qui étaient exposées. Et je montre notamment cette œuvre avec une autre d'un ami de Soulages, l'œuvre de Isao Domoto, appelée Solution de continuité. Et là, on a bien sûr un concept qui est différent, avec de la lumière, une couleur qui sort, bien évidemment, de cette pâte noire, mais qui a ses reflets, qui a son architecture. On a là, en tout cas, je trouve, une œuvre qui devance les Outre-Noirs de Soulages. Et forcément, Pierre Soulages a vu les œuvres de Domoto Isao. Il a vu aussi autre chose. Alors là, on a un détail d'Outre-Noir. Et je vous demande de bien faire attention à cette œuvre, puisque je l'ai rapprochée d'une architecture japonaise en bois qu'il avait pu admirer à Nara, qui est cette architecture-là, architecture Azekura Zukuri. Donc, il a pris des photographies nombreuses de ce temple, de ce lieu où on gardait les trésors du temple, et je peux voir, en tout cas, sa rétine aura peut-être imprimé ces lignes et ce croisement. En tout cas, c'est intéressant, je pense, de le montrer, mais surtout d'avoir montré auparavant l'œuvre de Domoto Isao, qui, je répète, le précède dans ses recherches sur l'Outre-Noir. On a ici un Pierre Soulages perplexe, puisque en 1999, Jacques Chirac lui demande de réaliser un trophée pour offrir au nom de la France une œuvre d'art au président de la fédération de sumo, et ainsi récompenser à chaque tournoi le vainqueur
du tournoi de sumo. Et donc il a l'obligation de reprendre une forme existante déjà à Sèvres. Alors inutile de dire que ça ne l'enchante pas parce que ce sont des formes très datées, très Louis XV et autres, et il arrive à fixer son choix sur une forme qu'il va simplifier à l'extrême, et il va produire ce vase. C'est la seule fois où il sera céramiste, mais on retrouve le noir soulage avec ici un dégradé, et son idée a été de faire un trou circulaire dans le vase, symbole ou symbolisant le soleil levant, mais aussi de mettre de la lumière dans le vase. Et il a fait recourir par 400 grammes d'or l'intérieur du vase, ce qui a un coût, vous imaginez, mais ça permet ainsi, dit-il, d'avoir la lumière qui sort du vase. Et c'est ce qu'il voulait, lui le peintre du noir, mais le peintre de la lumière dans le noir. Là, il fait appel à l'or, ce qui est pas illogique dans sa création, puisqu'il avait déjà travaillé sur du bronze doré. Avant cela, donc en 75, il avait, à partir des plaques utilisées pour faire des eaux fortes, il avait fait faire des sculptures en bronze doré. Et puis en 1990, il avait fait un seul exemplaire d'un papier formé qui rappelle complètement donc les stries de ce vase. Alors les ateliers de la Manufacture nationale de Sèvres ont eu beaucoup de mal et surtout ils ont eu très peu de temps pour réaliser l'œuvre, mais elle a été couronnée de beaucoup de prix internationaux, et là vous voyez l'intérieur donc qui est recouvert d'or. Soulage, dit-il, vient de sol agès, le soleil qui monte. Là, on a un soleil qui sort. Et voilà donc Jacques Chirac offrant le vase devenu donc trophée Chirac. Pendant 7 ans, il sera remis par l'ambassadeur ou le premier secrétaire ou un conseiller culturel. Vase très lourd, et aujourd'hui, ce vase est à la résidence de France. En fait, il est pour l'instant dans une exposition itinérante, et si vous avez le temps, jusqu'à demain, au musée Saint-Oly, vous avez une exposition sur Sèvres avec le vase Soulage qui est montré. C'est l'exemplaire qui est celui de la résidence. Il y a un autre exemplaire qui est à l'Élysée. Ça, c'est une photographie que Keiko Ogura m'a transmise et je la remercie. Et voilà donc le vase habituellement à sa place à la résidence, en sachant que Soulage a demandé que la base sur laquelle repose son vase soit blanche pour qu'on ait l'impression finalement d'une œuvre qui monte du support blanc, souvent du marbre, et finisse dans les noirs avec ce doré. Donc là, vous voyez que ce petit naperon noir n'est pas du tout de bon goût, mais je suis sûr que l'ambassade saura y remédier quand elle récupérera son œuvre d'art. Voilà donc un détail de ce vase. Et le revoilà pour finir sur une photographie de Pierre Soulages sur sa terrasse. C'est une œuvre très belle d'un photographe qui est le frère de l'écrivain Daniel Rondeau, qui a fait une œuvre magnifique et qui est décédé malheureusement. Je parle là du photographe. Et à l'heure où nous sommes, il est déjà, et j'en suis désolé puisque le temps est allé vite, il est déjà 18h30, mais si nous pensons à la France, il est 10h30 du matin, et c'est l'heure à laquelle, entre autres, Pierre Soulages travaille dans son atelier. Donc au moment où je finis de parler, Pierre Soulages est en train de créer, et donc je vais m'arrêter de parler et le laisser travailler. Je vous remercie. Merci infiniment, Mathieu Séguéla, pour cette conférence captivante qui nous donne vraiment beaucoup à penser. Je ne sais pas si... Alors, nous avons hélas peu de temps pour les questions, puisque je dois m'absenter pour raison impérative dans 10 minutes à peu près. Sinon, je serai encore présent aux abords de Rive Gauche dans 1 heure. Pour ceux qui auraient la patience de m'attendre ou tout simplement qui feraient autre chose et qui après me recroiseraient. Je suis désolé de ce temps court, mais je n'abuse pas justement. Si vous avez des questions, allez-y. J'y répondrai avec plaisir si je peux.
Je suis venue ici parce que j'ai rencontré, enfin, j'ai fait la connaissance de M. Soulages par un musée qui est près du terminal de Tokyo à Suitengu. Hara Bijutsukan, le musée Hara. Je pense que c'est Yamasa, enfin la famille Yamasa du Shoyu. C'est un tout petit musée. Quand vous dites le terminal, donc c'est soit Haneda, soit Narita. Non, le terminal à Tokyo, là, près de Suitengu. Ah, c'est pas du tout un terminal aéroportuaire, c'est... Donc c'est l'aérogare. Ah, l'aérogare, d'accord. Voilà. Et c'est un tout petit musée, mais qui était sur une promenade que j'ai faite. Et il y avait donc des photos de Soulages et d'un autre artiste graveur, dont c'est justement le musée, avec des photos de Pierre Soulages. Je ne connaissais pas du tout l'outre noir, tout ça. Il y a peut-être il y a 2 ans de ça. C'est la première fois que je rencontrais ce métaux Tinto. Vraiment, je suis là aujourd'hui pour écouter son histoire. Écoutez, merci pour cette information. Elle m'intéresse d'autant plus que je ne suis pas encore exhaustif dans ma connaissance de l'œuvre de Pierre Soulages, et donc ce que vous me dites là m'intéresse énormément. En fait, on trouve toujours des éléments nouveaux sur Pierre Soulages et le Japon. Je vais vous lire un petit commentaire d'Éric Orsena, qui a été conseiller du président Mitterrand à l'Élysée, et qui dit ceci. L'un des privilèges d'occuper un temps les palais de la République, c'est de pouvoir choisir 1 ou 2 tableaux dans les collections nationales. Ils agrémentent votre bureau et convaincront vos visiteurs de l'étendue de votre culture. C'est ainsi que 3 ans durant, j'ai vécu sous le regard de Pierre Soulages. Quand le rayonnement devenait trop vif de celui qu'on appelait Dieu, Mitterrand, quand le vertige du pouvoir me faisait perdre pied, j'allais me planter devant l'œuvre. Sa sévérité, ses vibrations lentes me guérissaient de toutes les agitations mauvaises et remettaient vite les urgences à leur place subalterne. Il me semble que ce tableau m'a ouvert l'une des portes du Japon. Il me semble que ce tableau m'a ouvert l'une des portes du Japon. Voilà donc un homme qui voyait dans l'esthétique de Soulages, dans cette sérénité, sinon une influence japonaise, tout au moins une ouverture vers cette civilisation. Je dirais que du côté japonais, ce n'est pas tant cette calligraphie qui appartient finalement à un pays imaginaire, c'est surtout la modernité. Et Soulages remercie les Japonais parce qu'il sait qu'ils connaissent le caractère rare du trait du pinceau. Il rapporte ça justement au fait que les Japonais sont des calligraphes et qu'ils savent que finir un kanji demande vraiment beaucoup d'efforts, et il retrouve dans l'œuvre de Soulages cet effort de la ligne, et il regarde ce trait de pinceau, non pas, dit-il, comme ceux disant bêtement « je pourrais en faire de même et autant », mais au contraire comme des spécialistes qui reconnaissent en Soulages un spécialiste de la maîtrise du pinceau, même si ce n'est pas un pinceau de calligraphe. En tout cas, merci madame pour cette information. Oui. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de faire penser le rapport entre la France et le Japon. Et je me demande quand M. Soulages est venu au Japon, il a mangé des haricots noirs. Oui, il en a mangé quand il est venu au Japon, il a mangé du sashimi, il adore la cuisine japonaise, mais il a mangé des haricots noirs, on lui en a servi, et je dois avouer que lorsque je vais le voir, je lui apporte toujours des otabe au kurogoma, qu'il aime beaucoup, donc qui sont tout noirs. Et la lumière des haricots noirs, comment il a pensé? La lumière des haricots noirs, lorsqu'ils sont luisants, bien, c'est comme la laque en fait, hein. Il s'intéresse beaucoup effectivement à ce noir qui réfléchit,
puisque c'est ce qu'il recherche dans sa création. Donc tout support est bon, que ce soit la laque ou la gastronomie japonaise. Tout à fait. Oui, comme l'effet de laque, tout à fait. Professeur Haga. C'était très très intéressant votre conférence. Est-ce que M. Sourages avait-il des relations directes avec les peintres américains contemporains, Franz Klein, Pollock, ou Motherwell, ou Mark Tobin? Est-ce qu'il les a rencontrés à Paris ou à New York? Il les a rencontrés et à Paris pour ceux qui ont fait le voyage à Paris, mais Pollock n'a jamais fait le voyage à Paris, et il les a rencontrés surtout à New York, de Kooning, oui. Klein, Motherwell, il a rencontré aussi Rothko, j'en ai parlé, et notamment avec Rothko, la relation a été forte, et on peut là aussi voir des correspondances dans l'œuvre de l'un et de l'autre. Malheureusement pour lui, ensuite, son marchand a cessé ses activités et il a été moins représenté aux États-Unis et il a eu moins d'occasion de faire le voyage aux États-Unis. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il a vu le changement de paradigme où l'Europe, qui était la première dans les arts, y compris les arts d'avant-garde, eh bien, s'est vue supplantée, et la France en premier lieu, par les États-Unis. Et c'est vrai que toute une génération talentueuse d'artistes, expressionnistes, abstraits, ont pris toute la lumière. Et il en avait même parlé à De Gaulle à un moment en disant que la peinture française était attaquée par les Américains, par les marchands et par les médias, pas les artistes en soi qu'il fréquentait et qu'il appréciait. Et De Gaulle avait laissé passer un long silence, puis il avait dit « Malraux, venez !» Et donc Malraux était venu, et puis De Gaulle était parti. Donc De Gaulle ne s'intéressait pas spécialement à la défense de la peinture française, mais Malraux avait ensuite échangé avec Soulages concernant ce point un peu particulier. Mais ce qui est certain, c'est que Soulages fréquente les galeries parisiennes, et quand il est à l'étranger, toutes les galeries qu'il peut, pour voir le travail de ses camarades de galerie, comme il les appelle. Et pour les Américains, il y a aussi un travail encore à faire sur les archives privées de Soulages. Ce travail a été bien fait pour l'Allemagne, mais il reste à faire pour les États-Unis. Merci bien. Merci à vous, professeur. Je crois qu'on va s'arrêter parce que le temps est déjà bien passé. Merci à tous, merci beaucoup. Vous pourrez écouter Mathieu Séguéla à la Maison franco-japonaise prochainement. J'ai pas retrouvé Le 14 février, j'ai la chance d'être invité par les amis de la langue française, pour donner une conférence sur Claude Monet et le Japon. Vous voyez l'originalité du concept, mais ce n'est pas le Japon de Claude Monet, c'est Claude Monet et le Japon, puisqu'il ne s'est jamais rendu au Japon, mais c'est justement grâce à Claude Monet que j'en suis venu à travailler sur Pierre Soulages, puisque j'avais la chance de le voir de loin en loin lorsque je rentrais en France, et puis je me suis dit, notamment après la très belle exposition de Bridgestone, mais il y a là un homme qui peut répondre à mes questions, qui peut m'aider dans mes recherches. J'ai l'habitude de travailler sur des personnes mortes, depuis toujours. Ce sont mes compagnons, c'est mort. Mais là, j'avais la chance d'avoir en Colette et en Pierre des personnes pouvant répondre à mes questions. Et c'est assez formidable comme expérience. C'est une des premières fois, je dois l'avouer, ou presque. Et je crois que pour eux aussi, retrouver ce passé, cette relation au Japon, pays qu'ils ont tant aimé, avec tant d'artistes ou de souvenirs qui sont ancrés en eux, je crois que c'est ma petite contribution à leur, je dirais pas longévité, ce serait prétentieux, mais en tout cas à leur intérêt pour tout ce qui se passe autour d'eux. À chaque fois, Pierre et Colette, surtout Pierre, me demandent le nombre d'heures d'avion pour venir à Tokyo, s'il n'y a pas des avions qui vont plus vite. Enfin, il n'y aurait pas son médecin, il reprendrait l'avion pour venir ici. Et donc, à défaut de venir ici, j'essaye de lui apporter petit à petit des éléments et que le Japon aille à lui.
Voilà, donc je suis très heureux en tout cas d'avoir pu m'exprimer dans cette salle devant vous, et j'aurai l'occasion de le lui dire prochainement. Et j'essaye aussi pour les 160 ans des relations franco-japonaises de faire une petite exposition en France autour de ce vase que vous avez vu, de ce vase Soulages, puisque il a une histoire très franco-japonaise, cadeau présidentiel, et j'aimerais le faire, mais on verra si dans quelques mois vous lirez une information sur le site de l'Institut sur cette exposition qui après pourrait venir au Japon. Mais nous n'en sommes pas là. En tout cas, merci à vous, merci Martine, et merci à toutes les personnes de l'Institut. Donc je rappelle qu'à la galerie, enfin la librairie Omaisha rive gauche, pour ceux le souhaitant, il y a ce livre vraiment magnifique de Abe